Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi de vous retrouver. Planète Ingé, c'est le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif de le faire grandir et qu'il n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors, si vous voulez aider Planète Ingé et devenir un membre du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez l'épisode pour 30 € et vous devenez le gardien intemporel du fichier audio et vidéo. Et vous devenez alors surtout un membre de la communauté Planète Ingé. Pour ça se passe sur planetengé.uncut.fm et 10% des revenus sont reversés automatiquement à une ONG ukrainienne. Vous pouvez aussi faire un don direct et récurrent sur la page Tipeee de l'émission avec exactement les mêmes compensations. Je vous mets les liens dans le descriptif. Merci à tous, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute, bon épisode. Bonjour Adrien, merci d'être avec moi sur ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je te laisse te présenter aux auditeurs. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir. Adrien Gombert, j'ai un petit bagage dans l'expérience du minage de Bitcoin en particulier, avec une société qui s'appelle Gwensas, créée en 2017, donc spécialisée dans la mise en service d'ASIC, euh, à l'époque des machines de type Antminer S9. Et, euh, et avec des petites évolutions au fil du temps que je pourrais vous présenter dans cette interview. Oui, ben, on a déjà entendu 2-3 mots qui parlent à personne, donc on va essayer d'être faire un peu marche arrière. Juste pour donner aujourd'hui la thématique de l'épisode, je suis très content de le faire cet épisode parce que pour moi il regroupe deux thèmes qui me tiennent à cœur, l'énergie et le Bitcoin. Ce sont des sujets qui sont malmenés dans les médias en permanence et c'était important pour moi aujourd'hui de faire un petit une petite mise à jour ou au moins d'essayer d'expliquer le mieux possible aux auditeurs qui n'y connaissent rien et ceux qui voudraient y comprendre un petit peu plus les enjeux autour de Bitcoin, de quoi il en retourne. Donc, on va commencer par le début, si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Gwensas, qu'est-ce que ça veut dire justement? C'est quoi la signification derrière le nom de ton entreprise? Euh, Il n'y a pas de signification particulière. C'était les initiales de nos noms avec mon premier associé et SAS, c'est le statut juridique. Donc rien de bien glorieux. D'accord, ok. Comment tu es venu à t'intéresser à Bitcoin, toi? À quelle époque ça a commencé? Alors j'ai commencé à m'intéresser en Bitcoin en 2016 et il y a deux façons de s'intéresser à Bitcoin. C'est soit on arrive par la démarche idéologique, soit on arrive par la démarche financière. Bon, je dois avouer que j'ai pas fait la démarche la plus glorieuse et c'était vraiment par recherche de revenus que je me suis intéressé au système. Toi, tu es rentré un peu comme, allez, je sais pas, je connais pas le pourcentage de gens qui rentrent, mais dans une optique, surtout les Européens, je pense, dans une optique de faire, de croire en une croissance rapide et de faire beaucoup d'argent. Ce qui est plus vraiment le cas d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une valeur qui va subir des grandes fluctuations ou on va vers plutôt un cap à un moment donné de On le voit aujourd'hui, les cours du Bitcoin continuent de bouger, mais ils varient moins que le FP500 par exemple. Donc, c'est bien évidemment un actif qui est volatile, mais qui tend de plus en plus à se stabiliser. la démarche idéologique de ceux qui viennent par philosophie, c'est quoi justement? Bitcoin apporte la souveraineté de la monnaie aux personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, surtout maintenant, surtout dans un contexte d'hyperinflation et de perte du pouvoir d'achat. Donc, c'est des choses qui permettent un petit peu de redonner un peu de liberté au peuple. Nous, en France, on est relativement tranquille.
dans le sens où nos comptes ne se retrouvent pas bloqués du jour au lendemain. On peut envoyer des actifs assez facilement et sans frais, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Presque 40% du monde est débancarisé. Donc pour eux, c'est très très dur et il leur faut un système monétaire qui soit fiable. Et Bitcoin, juste avec un téléphone portable, on peut utiliser ce système. Ok, c'est très clair. Juste pour les auditeurs qui nous écoutent, le but, c'est pas de refaire hein, l'histoire de Bitcoin. Bien Il y a sûr. beaucoup de documentation, beaucoup de choses sur YouTube pour aller voir. Mais on essaye quand même de donner quelques basiques de compréhension. Donc aujourd'hui, pour faire le lien avec la thématique de l'énergie, comment fonctionne Bitcoin? Comment on crée du Bitcoin? Et comment se font les échanges? Comment sont sécurisés les échanges? Enfin, tu vois, essayer de ramener ça un petit peu Ouais, sur le principe, de tout à fonctionnement. fait. Alors, toute la force de Bitcoin, c'est sa sécurité. Et pour sécuriser le réseau, on a la preuve de travail. Donc, souvent, on en entend parler, proof of work or proof of stake. Donc, c'est deux concepts différents. Bitcoin est en proof of work, donc preuve de travail. Preuve de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour sécuriser le réseau, il va falloir faire un travail. C'est ça qui va donner la fiabilité du réseau. Et pour Bitcoin, le travail, ça va être une opération un petit peu technique qui s'appelle du H256. Donc, voilà, c'est une opération cryptographique. Euh, et pour réaliser ces opérations, on va utiliser des machines aujourd'hui dédiées qui sont extrêmement énergivores. Et donc, c'est en fait devenu un système où on convertit de l'énergie en Bitcoin, pour simplifier. D'accord, OK. Donc l'idée, c'est qu'on fait tourner des ordinateurs, c'est ça? Qui font des calculs? Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Ils calculent quoi? Il y a quoi? C'est quoi l'objectif derrière? Alors, le calcul, donc, c'est une seule et même opération qui s'appelle du SHA-256. C'est une clé de hachage. On l'utilise aussi pour la sécurisation réseau. Mais dans le cadre de Bitcoin, en fait, c'est une opération simple qui permet justement de, de demander énormément de capacité de calcul pour trouver un résultat donné. Donc ça, c'est le principe de Satoshi Nakamoto. Et par contre, une fois que le résultat est trouvé, il est extrêmement simple à vérifier. On peut comparer ça à une grille de Sudoku. Très, très compliqué à réaliser, mais par contre, extrêmement simple à vérifier qu'elle est correctement réalisée. Et c'est exactement comme ça que le réseau Bitcoin fonctionne. En quoi c'est compliqué à réaliser ce calcul? Alors, le calcul en lui-même est simple, mais la probabilité de trouver une solution cryptographique est assez complexe. En fait, on va faire plusieurs opérations de SHA-256 et il faut que la résultante de ces opérations-là soit inférieure à une valeur donnée. Et cette valeur, donc c'est ce qu'on appelle la difficulté, c'est une valeur qui s'ajuste continuellement par le réseau pour permettre que le réseau Bitcoin trouve un bloc, donc résolve ce calcul toutes les 10 minutes. Donc voilà, toute cette mécanique-là va bouger en même temps et, et le résultat final va être trouvé que par une seule machine et toutes les autres machines pourront vérifier quasiment instantanément que ce qu'elle a trouvé est bon. Et quand c'est à ce moment où tu trouves le résultat que tu récupères un bitcoin, c'est ça? Tout à fait. Alors, ce n'est pas tout à fait un Bitcoin. Quand on trouve le résultat, on gagne ce qu'on appelle le bloc. C'est le block reward, le gain de bloc. Donc, dans un bloc, on va avoir une quantité donnée de Bitcoin. Au tout début, le réseau Bitcoin donnait 50 Bitcoins par bloc. Mais on a un nouveau principe, enfin un principe qui s'appelle le halving. Donc, la rémunération par bloc, donc le nombre de Bitcoins qu'on va trouver dans un bloc, est divisé par 2 tous les 4 ans. C'est ce qui fait que au bout de 4 ans, on est passé à 25 bitcoins, puis 12 et demi. Aujourd'hui, on est à 6,25 bitcoins. D'accord, donc il faut de plus en plus
de calcul, d'énergie pour, trouver pour miner un bitcoin. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. En fait, OK. le principe est assez inversé. Euh, le réseau, il va donner un bloc toutes les 10 minutes, quoi qu'il arrive. Qui est une seule machine ou qui est 1 milliard de machines, il n'y a qu'une seule machine qui va gagner. Le réseau, lui, va juste s'ajuster au nombre de machines pour faire en sorte qu'un bloc soit trouvé toutes les 10 minutes. C'est un peu comme au loto. Si une seule personne joue, elle mettra des millions d'années à trouver. Alors que s'il y a des millions de personnes qui jouent, la chance de trouver est beaucoup plus importante. Donc là, c'est exactement pareil. Toutes les machines se mettent en concurrence et le réseau ajuste la difficulté au nombre de machines en concurrence. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, il y a 4 ans de ça, la somme totale de hachage, donc l'unité de calcul de ces machines, était, de tout le réseau Bitcoin, était inférieure à une seule machine d'aujourd'hui. D'accord. Ouais, ce que j'allais dire en termes de performance au niveau, technologique, on est de plus en plus performant sur la Tout à capacité fait. de calcul, sur ces choses-là. Ça va jouer dans le futur sur, Tout à fait. En fait, au tout début, il y avait tellement peu de personnes qu'on pouvait miner avec un ordinateur, avec juste le CPU d'un ordinateur. Après, on est passé sur les cartes graphiques et maintenant, c'est des ASIC, donc c'est des circuits intégrés dédiés à ce type de calcul, donc qui sont beaucoup plus performants, mais qui ne peuvent faire qu'une seule chose, qui sont utilisés. Et donc, l'évolution technologique aujourd'hui, vu que c'est déjà des puces qui sont réglées pour faire que ça, c'est de réduire la finesse de gravure. Tout comme Intel réduit sa finesse de gravure, AMD. En réduisant la finesse de gravure, on va permettre de créer plus d'opérations avec une consommation moindre. d'accord, OK. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop, technique, mais je pense que c'était important de rappeler un petit peu le principe de fonctionnement. J'ai oublié des choses, importantes de mentionner ou? Euh, il y a une chose importante, c'est que on a aussi dans ces bitcoins trouvés sur le bloc les frais de transaction. Et donc la personne qui va trouver le bloc va aussi récupérer les frais de transaction. Puisque comme on l'a vu, la rémunération, le nombre de bitcoins diminue, mais par contre, l'utilisation et l'adoption de bitcoin augmente, ce qui fait que les revenus s'équilibrent au fil du temps. Et les 21 millions de bitcoins qui seront minés à la fin, donc en l'an 2160, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a déjà un peu plus de 18 millions de bitcoins. Parce que justement, avec cette décroissance exponentielle, la grande majorité de bitcoins a déjà été extrait. Et c'est ça aussi qui stabilise son prix. Alors là, avant encore de revenir au sujet de l'énergie, j'ai quand même 2 petites questions à te poser. Qu'est-ce qui en dehors de la preuve de travail et proof of stake, en dehors de ça, qu'est-ce qui différencie, selon toi, Bitcoin des autres cryptomonnaies, des milliers de cryptomonnaies qui existent aujourd'hui? Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui, selon toi, va durer dans le temps? Et la deuxième question, 2160, ça paraît très, très loin avec plein de choses, d'événements potentiellement qui pourraient venir influencer, la technologie ou même, le fonctionnement du réseau, toutes ces choses-là. En quoi, Bitcoin serait, résilient par rapport à toutes ces choses-là justement? OK. Euh, Bitcoin est résilient, ça c'est par le passé. On voit qu'il y a eu plusieurs chutes très importantes et Bitcoin s'est toujours relevé. On ne compte plus le nombre de fois où on voit dans les médias, ça y est, Bitcoin est mort. Euh, mais qu'est-ce qui le différencie vraiment des autres crypto-monnaies? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas la première crypto-monnaie. Il y a eu d'autres crypto-monnaies qui sont sorties, sauf qu'elles étaient centralisées. Et Bitcoin est la première crypto-monnaie réellement décentralisée. Aujourd'hui, euh, par exemple, on va prendre Ethereum, qui est la seconde plus grosse crypto-monnaie. On a un système centralisé. Au-delà de la preuve de travail et de la preuve d'enjeu, on a un système qui est centralisé. On peut mettre Vitalik Buterin, donc le dirigeant d'Ethereum, en prison. Satoshi Nakamoto, on ne sait même pas s'il existe, on ne sait même pas s'il a existé, si c'est un pseudonyme, une seule personne.
le système est complètement autonome. Donc, Bitcoin ne peut pas être arrêté, alors que les autres crypto-monnaies peuvent l'être. OK, super clair. Hem, on s donc on pour, faire fonctionner tout ça, il faut, beaucoup d'énergie et c'est un des arguments principaux des ignorants ou volontairement des politiciens qui veulent diriger, ou orienter la conversation ou, à Noël, quand vous discuterez autour du gigot de famille, «Oui, mais Bitcoin, ça consomme trop d'énergie, ça va pas du tout, c'est un problème environnemental». Voilà, d'où ça vient cette rumeur et est-ce que c'est fondé? Alors, est-ce que Bitcoin consomme de l'énergie? La réponse est oui, puisque parce que justement, c'est compliqué d'extraire et compliqué, comprendre, coûteux, donc en énergie, que le réseau est sécurisé. Maintenant, il faut analyser cette énergie. Qu'est-ce que, quel est l'impact de la consommation de cette énergie? D'où elle vient? D'où elle provient? Alors là, il faut aller un petit peu plus loin, ça va être un petit peu plus technique, mais il faut comprendre que l'énergie renouvelable, et donc on est en train de plus en plus d'y aller, dégage énormément d'excédents qui ne sont euh, pas forcément vendables. Par exemple, quand on construit un barrage hydroélectrique, on ne le construit pas pour les 10 maisons qui sont autour du barrage. On va le construire pour les 100, 200, 300 ans à venir. Donc, là où la consommation serait par exemple de 1 mégawatt, on va construire un barrage de 100 mégawatts. Mais qu'est-ce qu'on fait des 99 mégawatts excédentaires? En fait, c'est soit on les jette, soit on va pouvoir les stocker, mais stocker de telles capacités d'énergie, ce n'est pas possible. Soit on va pouvoir les distribuer sur le réseau électrique du pays, mais encore faut-il que ces barrages soient raccordés au réseau électrique du pays, ce qui n'est pas toujours vrai, surtout pour les petites productions, notamment ce qu'on peut trouver en Afrique avec plein de micro-productions locales, donc qui sont assez proches des zones de population. Donc, économiquement, ces centrales hydroélectriques ne vont pas être viables. Donc, ces projets ne sortent pas, donc l'économie du renouvelable n'est pas viable. Nous, on va permettre d'aller consommer cette énergie euh, qui est de toute façon perdue pour justement apporter un talon de consommation, un support au développement des énergies renouvelables. Donc, bien sûr, on va consommer, mais on va consommer en tant que support à l'énergie renouvelable. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'écologie, c'est très bien, c'est très beau, mais sans économie derrière, ça ne marche pas. Personne il va investir à perte. Donc, si on n'a pas ce talent de consommation, les centrales et les projets n'aboutissent pas. Moi, par rapport à ce que tu dis, c'est totalement vrai. Enfin, je veux dire, même en revenant en Europe ou en France, aujourd'hui, les soi-disant fournisseurs alternatifs qui, depuis 10 ans, profitent de la manne, de la reine, n'ont pas investi un caillou, dans la production électrique, renouvelable. Pourquoi? Parce que, voilà, ils attendaient que ce soit l'État ou d'autres qui mettent la main à la poche. Même aujourd'hui, les constructions de nouvelles centrales, nucléaires, aujourd'hui, les investisseurs privés ne veulent pas mettre la main à la poche, c'est trop lourd. Ils veulent que les États, viennent, supporter ça et donc les énergies renouvelables, comme tu disais, une quantité d'énergie, par définition fluctuante, donc pas souvent disponible, quand on en a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là, justement? Aujourd'hui, bah, on met les productions en carafe ou on croise les doigts pour éventuellement qu'il y ait des capacités de stockage, futures, qui puissent, venir, mais on n'y croit pas trop. Moi, j'ai une question, je reviens par exemple, ce que tu disais et on va essayer de réexpliquer un petit peu ce concept, d'économie vertueuse, dans les pays, en développement. Mais, moi, ma question là, elle concerne surtout, la France et l'Europe. Aujourd'hui, on est en pénurie de production électrique, hein. C'est même pas la question de on n'a même pas assez de capacité de renouvelables. On cherche la sobriété puisqu'on veut, décarboner, donc augmenter, l'électrification de la société. On court après les sources de production électrique. Est-ce que, les kilowatts ou les gigawatts, qu'on aurait en surplus, il y a vraiment un intérêt à les mettre dans, le mining, de Bitcoin? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a plus de mining en Europe. L'électricité est trop chère.
D'accord, et il y a très, très peu d'électricité perdue parce que la grille énergétique de l'Europe est très développée. d'accord. Donc, l'impact du minage de Bitcoin est beaucoup moins vertueux en Europe que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres pays, pardon. Mais néanmoins, le minage, a quand même du sens. Par exemple, EDF, doit dimensionner son parc pour absorber des pics de consommation. Mmh. À savoir, le parc, nucléaire doit pouvoir assumer 100 gigawatts en pic de consommation, mais le pic de consommation, c'est 3 fois moins que la consommation moyenne. Bah oui. Donc on connaît aujourd'hui les problèmes, du nucléaire français, c'est les centrales sont vieillissantes, le, la variation de la capacité de production des centrales nucléaires est très limitée parce que de toute façon, les barres d'uranium, qu'on retire le graphène ou qu'on le réinjecte, elles vont s'user quasiment pareillement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir de l'excédentaire. On peut l'envoyer sur d'autres pays et c'est ce qui se fait. Mais si on se met à relancer euh, le restant du parc nucléaire qui est en carafe, c'est sûr qu'on aura énormément d'excédents euh, et d'énergie perdue, tout ça pour absorber quelques pics en période faste. Et donc, le mining pourrait être une solution pour justement rentabiliser et permettre de lever des fonds de maintenance pour ce parc nucléaire. Très intéressant et le petit hydroélectrique justement, parce que moi je tiquais, j'ai vu la dernière fois, la semaine dernière, je lisais un article comme quoi les pseudo-écologistes s'opposaient à la enfin même pas s'opposer, c'est imposer la destruction d'un barrage, Tout dans à le sud de fait. la France, un mini barrage, mais passons cette anecdote, absolument ubuesque. Le petit, hydroélectrique en France, il est, je crois, pas très développé. On pourrait le redévelopper justement grâce à ça? Après c'est toujours Le petit hydroélectrique est encore en cours de développement, mais c'est très délicat pour des raisons d'attaque des associations écologistes euh, pour la continuité écologique des cours d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on a connu cette situation complètement ubuesque où on a fait détruire, enfin, le souhait de faire détruire une centrale neuve, mais il faut savoir que la plupart des moulins existent depuis très 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 longtemps et les retenues d'eau permettent de garder un bassin tampon qui permet aux poissons et divers animaux d'avoir en été encore un point d'eau. Si on détruit ces barrages, ok, la continuité écologique est là, mais il n'y aura plus aucune espèce vivante. Donc, il faut faire vraiment très attention à tout ce qui est dit. Le problème écologique, c'est un problème qui est scientifique et ça ne doit pas être géré par des politiques. Euh, enfin, bien sûr, il doit être pris par les politiques, mais il faut toujours garder un fondement scientifique logique. Voilà. OK. On revient un petit peu, et je pense qu'on regarde trop Bitcoin avec des yeux, de Français, d'Européens, voire en fait, finalement, où c'est une zone géographique où l'adoption est assez faible. Heu, Si on regarde, Bitcoin avec des yeux, plus extérieurs, toi, ta zone de «jeu» entre guillemets, elle est à l'international. Quel type de pays? Et bah, c'est le moment où tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu, quels sont les projets vertueux, au niveau énergétique qui sont, engagés à l'extérieur de l'Europe justement. Tout à fait. Euh, il faut savoir que les pays qui ont l'œil sur Bitcoin, c'est d'abord des pays qui, qui subissent certaines monnaies. Par exemple, on va retrouver les pays qui étaient indexés sur le dollar avec une dilution énorme de cette monnaie. Et l'injection se fait en Amérique, se fait pas dans les pays qui utilisent la monnaie. Donc, un appauvrissement assez massif et en solution parallèle, le Bitcoin.
Le Salvador a utilisé Bitcoin comme monnaie officielle, justement pour pouvoir s'émanciper de ces contraintes financières. Euh, Aujourd'hui, alors là, on parle de l'utilisation du réseau Bitcoin, mais il y a aussi son autre pendant, c'est l'utilisation du mining de Bitcoin pour aller gommer des excédents énergétiques. Et donc là, on va avoir plusieurs pays. Donc, BBGS, la structure que nous gérons, est en Afrique pour justement aider le développement de microcentrales, ce qui permet d'apporter aux populations locales une alternative au Makala, donc qui est le charbon de bois qui vient détruire la forêt primaire. Ils ont besoin de pouvoir faire cuire leur nourriture, bouillir leur eau. Là, en apportant des microcentrales, en apportant l'électricité à ces populations-là, on crée de l'emploi, puisque sans électricité, aucune industrie n'est possible, ou quasiment. On crée de l'emploi, on protège la forêt primaire, on aide les populations, on injecte de l'économie, on apaise les tensions liées à la pauvreté. Donc, c'est des choses qui vont être extrêmement vertueuses. On a aussi une autre utilisation de Bitcoin, par exemple à Oman aujourd'hui, où on vient consommer du flare gaz. Donc, le flare gaz, c'est des gaz issus des puits de pétrole. Donc, le pétrole existe, c'est un fait. Aujourd'hui, la plupart des voitures roulent avec du pétrole. C'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas, c'est un fait et ça ne va pas bouger du jour au lendemain. Donc, ces puits de pétrole, qu'est-ce qui se passe Pas tous les puits, mais une partie non négligeable, dégagent du gaz. Ce gaz, il est extrêmement nocif pour la planète. Alors, on ne parle pas de CO2. Bien sûr, le CO2, c'est l'indicateur carbone que tout le monde connaît. Mais il y a des gaz qui sont beaucoup plus nocifs pour la planète, notamment le méthane. On en entend avec les agriculteurs. Mais il y a plein d'autres gaz. Le fait de. Donc, pour ne pas rejeter ces gaz directement dans l'atmosphère, ils utilisent des torchères. Donc, ils viennent brûler ce gaz. Le problème, c'est que les torchères, quand il y a du vent, la combustion est très faible. On est de l'ordre de 40-60%. Donc, ce gaz pourrait être capté et recyclé ou brûlé dans des turbines un petit peu plus performantes, efficaces. Sauf que toute cette infrastructure a un coût et les puits de pétrole sont bien évidemment assez isolés des mines, des villes et des infrastructures. Donc, pareil, nous nous proposons de venir utiliser des agrécots, donc des turbines à gaz qui vont brûler ce gaz qui est impropre parce que beaucoup trop impur pour produire de l'électricité. Et avec cette électricité-là, nous allons miner du Bitcoin. Ok, c'est super clair. Donc à chaque fois, on essaye de créer de l'électricité, mais les infrastructures pour créer cette électricité sont chères. Donc on essaye de l'associer à du minage de Bitcoin pour créer une boucle économique vertueuse. Là, pour le coup, on va revenir aux centrales électriques en Centrafrique, c'est ça? Parce que là, ce qui se passe à Oman, le matériel, ça doit être, enfin, le prix et la maintenance. Enfin, moi, j'ai travaillé pour Siemens, donc je connais un petit peu les tenants et les aboutissants des machines tournantes. On est quand même sur des gros, gros budgets là. Oui. Et même avec ça, on arrive à créer assez d'électricité, ou enfin, tout du moins, Bitcoin arrive à être économiquement, même avec le niveau actuel. Alors, il faut savoir que malheureusement, pas tous les pétroliers, mais une partie des pétroliers paient des amendes quand Oui, ils utilisent des torchères. Donc, l'un dans l'autre, ce qui n'est pas payé peut être aussi être utilisé pour aider dans les infrastructures. Et aujourd'hui, les agricos se louent. Donc, on arrive en fait d'accord. à amortir un parc, sachant qu'un puits, il va pouvoir donner pendant un an et puis se tarir.
L'avantage de Bitcoin, c'est qu'on vient miner en conteneur. Le jour où le puits est tari, on se déplace vers un autre ou vers une autre structure. Tout comme les usines hydroélectriques, vous l'avez bien compris, ce qui est important, c'est de développer l'hydroélectricité pour les populations. Nous, on n'est qu'un support. Donc, le jour où les populations se connectent et utilisent l'énergie de la centrale, nous, on s'efface. C'est mécanique. Et c'est logique, parce que les populations vont payer l'électricité plus cher que nous. Notre avantage, évidemment, dans toutes ces démarches d'aller chercher l'électricité pas chère, de l'électricité perdue, pardon, c'est qu'elle est aussi pas chère. Mmh. Je comprends. Comment ça se passe concrètement, un projet, donc en Centrafrique c'est souvent des projets hydroélectriques? Oui, Tu dis vous venez avec, les capacités de production électrique ou non. c'est vas-y, explique-nous un petit peu le OK. Donc, il y a plusieurs organisations qui peuvent créer des centrales hydroélectriques. Là, notre plus vertueux projet, c'est dans le parc des Virunga, donc un parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est là pour protéger aussi les gorilles des montagnes. Donc les subventions pour ces centrales sont payées par, en partie bien sûr, la France, la Belgique, l'Union européenne, par aussi des associations et des fondations comme Warren Buffett, Leonardo DiCaprio, qui sont sensibles un petit peu à l'écologie réelle et pas juste politique. Et donc, ces, euh, ces centrales-là vont presque être à but humanitaire plus qu'autre chose. Mais encore une fois, ce qui compte aussi dans un projet, malheureusement, et c'est le monde dans lequel on vit, c'est l'économie. Donc, nous, on est un petit plus dans ce projet. d'accord, mais du coup, techniquement, concrètement, qu'est-ce que vous Techniquement, oui, explique-nous un petit peu. techniquement, euh, soit on vient s'implanter sur un projet qui existe. On a des rabatteurs, on commence à être connu dans les médias. Donc, des gens viennent nous présenter leurs besoins, donc venir consommer leur énergie excédentaire. Nous, on leur fait une offre. On leur dit, voilà, on n'a pas besoin de réseau électrique, tout ça. On vient, on construit nos conteneurs chez vous. On vient se raccorder directement sur une cellule de la centrale qui va être disponible. Mmh. Il nous faut juste Internet et le système se met en marche. Ça, c'est l'option A sur un réseau existant. L'option B, c'est de dire, attention, on peut améliorer votre business plan et votre prévisionnel sur la construction d'une centrale. En début de conception de projet, vous intégrez la part mining justement pour ce talon de consommation. Et donc, des projets qui économiquement n'étaient pas viables, même si éthiquement ils étaient beaux, deviennent maintenant possibles. C'est une belle punchline, je trouve, non? Tu l'as gardée en tête? Merci. Économiquement, pas viable, même si humainement beau. C'est quelque chose comme ça. On la ressortira, ce sera l'extrait du podcast. On peut dire ce qu'il y a dans le conteneur ou c'est secret de fabrication? Non, non, ce n'est pas un secret. On a des vidéos d'ailleurs, je vous encourage à aller voir le Twitter de la société. Un conteneur, c'est relativement simple, pardon, excuse-moi. C'est relativement simple. On va avoir des étagères avec des ordinateurs qui vont être branchés sur des prises de courant et sur des prises réseau. D'accord. Derrière, on va avoir un système de filtration de l'air. Ça, c'est pour les solutions les plus courantes. On peut mettre en amont ce qu'on appelle des murs d'eau, du curtain wall, qui permet d'abaisser la température. Et après, on a des solutions plus extrêmes, comme Oman, où on vient faire de l'immersion cooling. Donc, les ordinateurs sont directement immergés dans des fluides diélectriques, ce qui permet de stabiliser et de complètement couper l'environnement extérieur du ventilateur, puisqu'on est sur un milieu très chaud, sableux et salin. Donc là, il faut protéger les ordinateurs. OK. Hem,
C'est clair. C'est pas trop, sujet à, c'est pas, enfin là, justement, on revient à la résilience, mais enfin la résilience des équipements, justement, c'est pas trop, sujet aux aléas des techniques, enfin, c'est pas trop fragile, c'est pas comment on la maintenance de tout ça, elle se passe comment? Alors, c'est très intéressant comme question. Les ASIC sont relativement robustes et c'est surtout pour ça qu'on a décidé de ne pas partir sur des cartes graphiques qui sont beaucoup plus fragiles et qui étaient aussi très dépendantes d'Ethereum qui est passé de Proof of Work à Proof of Stake. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais les ASIC sont relativement fiables. Les pièces d'usure des ASIC, ce sont les ventilateurs. Euh, les ventilateurs, on en a des stocks. Le jour où un des ventilateurs tombe en panne, on a une alerte, on est monitoré en temps réel. Nos techniciens viennent et récupèrent la machine, ils changent le ventilateur, ils remettent en place la machine. Ces machines-là, effectivement, il faut connaissent des variations de température entre le jour et la nuit, par exemple. Donc, à la longue, elles finissent évidemment par s'user, mais c'est là aussi où nos techniciens, nos ingénieurs viennent, peuvent ressouder des puces qui deviennent endommagées et peuvent faire toute cette maintenance-là. L'avantage de l'immersion cooling, c'est qu'on a un système qui est sans ventilateur, qui est notre première cause de panne, et qui permet, grâce au fluide, avec son inertie, d'avoir une température constante. Donc en immersion cooling, la maintenance devient quasiment inexistante. OK. Bah, c'est super intéressant. Est-ce que, il y a d'autres projets, dont tu as connaissance, dans le monde? Alors, je pense qu'on a la dernière fois dans les médias, on a vu beaucoup de giga-fermes au Texas, ça pose des vrais problèmes ou c'est aussi un système, vertueux? Qu'est-ce que enfin, il y a des éléments peut-être, nous, on n'est pas au courant et en fait, finalement, c'est bien ou de ton point de vue, c'est pas bien? Toutes les fermes ne sont pas sur des énergies virtueuses. Euh, en fait, c'est des problèmes économiques et sur certaines positions, on va avoir des aberrations économiques. C'est des choses qui ne sont pas logiques. Alors, OK pour le Texas, mais je vais prendre l'Iran qui est encore plus significatif, c'est-à-dire qu'ils ont du gaz à plus savoir quoi en faire. Donc, en fait, le prix du gaz est très, très bas et donc, on va pouvoir miner du Bitcoin de façon rentable sur du gaz. Mais en fait, ce n'est pas une vraie logique. C'est juste parce qu'à un point précis, on a quelque chose qui n'est pas logique. Au Texas, ils vont avoir d'autres sources d'énergie qui ne sont pas forcément toujours très belles, mais il faut bien voir que les États-Unis sont en train de durcir les règles au niveau du minage et que de plus en plus de mineurs aux États-Unis délocalisent, notamment au Paraguay, puisqu'au Paraguay, on est alimenté sur le barrage d'Itaipu. Donc, c'est le second plus gros barrage au monde avec une capacité excédentaire énergétique de 5 gigawatts. 5 gigawatts, c'est colossal. C'est 5 heures nucléaires. C'est colossal. OK. J'avais entendu parler aussi d'un projet aux Pays-Bas où, quelqu'un utilisait la chaleur du minage pour réchauffer les serres de tulipes justement. Donc Tout là, à on a encore fait. une utilisation circulaire de l'énergie. Tout à fait. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est des très bonnes utilisations. J'en ai pas parlé, mais nous aussi, nous sommes en train de mettre en place des solutions pour utiliser le minage non plus comme une fin, mais comme un entre-deux. Au Virunga, par exemple, nous utilisons la chaleur des conteneurs pour faire sécher des fruits et faire du cuir de fruits qui sera ensuite vendu donc par Virunga pour aider aux subventions du parc. À Oman, on va encore plus loin. Nous allons, le site a une particularité géologique qu'à 3 km de la côte, on a 1 km de fosse profonde. Donc, en fait, on va créer un tuyau qui va aller pomper l'eau au fond de cette fosse. L'eau est très fraîche, elle est très pure, elle est très riche en nutriments
parce que justement, c'est un no fish land où c'est trop profond pour la plupart des poissons. Et donc, cette eau-là, nous, on va la réchauffer un petit peu, forcément, c'est le but, mais elle va être réutilisée en économie circulaire. Elle va être utilisée pour la désalinisation. Il faut savoir qu'une eau pure vient beaucoup moins encrasser les membranes des désalinisateurs, donc consommer beaucoup moins d'énergie. Elle va être utilisée aussi pour de la pisciculture. Cette eau pure va permettre d'utiliser moins d'antibiotiques dans les piscines. Aujourd'hui, on a un peu le choix entre la peste et le choléra quand on achète du poisson. C'est soit c'est du poisson d'élevage, mais qui est bourré d'antibiotiques, soit c'est du poisson sauvage, mais qui est bourré de métaux lourds et de microplastiques. Là, on va pouvoir vraiment avoir du poisson de qualité. Ça va être utilisé aussi pour tout ce qui est confection de médicaments. Enfin, voilà. Beaucoup de choses sont possibles en sortie de projets de minage. Bon, bah écoute, moi je sais pas, à t'écouter, je bois tes paroles, sans mauvais jeu de mots. Je trouve que c'est absolument, voilà, fabuleux. Après, ça parlera peut-être qu'aux ingés, j'en sais rien, mais on va arriver au terme de l'émission justement, Adrien, merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est quoi ton si tu avais un message à faire passer aux politiques, aujourd'hui, heu, ou aux écologistes justement, ce serait quoi? Euh, ça serait de nous écouter parce que vraiment, on peut apporter un soutien à la crise énergétique qui est actuellement présente. Et on ne demande que ça. Si aujourd'hui on est resté en France, c'est parce qu'on veut vraiment aider ce pays et l'Europe avec notre savoir-faire. Donc, merci, écoutez-nous et, et laissez-nous vous aider. Super. On refera un épisode, tout autour des enjeux politiques et justement bancaires autour de Bitcoin. Donc, voilà, vous irez l'écouter. Ce sera pas avec Adrien. J'irai trouver un autre spécialiste quelque part. Je vous encourage aussi à aller écouter, l'épisode de la saison 1 avec Renaud Lifshitz où on parlait un petit peu de crypto-monnaie. C'était une bonne introduction au Bitcoin si vous voulez, découvrir et comprendre un petit peu cet écosystème. Et puis, on est arrivé au bout. Donc, là, c'est l'instant promo de l'invité. Tu as 1 minute pour ta promo perso, j'en sais rien, souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Tu fais ce que tu veux, c'est ta minute. D'accord. Donc, on serait ravis de pouvoir accueillir de nouveaux participants à cette aventure. Nous vendons les machines, nous gérons les hébergements, nous faisons des offres clés en main. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@bbgsmining.com. Nous, nous trouverons forcément un projet pour vous, pour vous permettre de participer à l'aventure. Super, vous trouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup Adrien, bonne continuation à toi et tu restes avec moi pour la question bonus. Ok, merci Mathieu. Et voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes régalés. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous. Et n'oubliez pas qu'elle est coproduite par les auditeurs et les invités, donc je compte sur vous pour la soutenir. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en achetant les NFT sur planetag.uncut.fm ou tout simplement en faisant un don sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En attendant une nouvelle aventure lundi prochain, abonnez-vous à la newsletter, newsletter.planetag.fr pour ne rien rater du podcast. Merci les amis, à la semaine prochaine.